Mes chers collègues, Monsieur le Président, comme je vous l'ai demandé, je pense que nous aurions dû interrompre ce débat. Mes chers collègues, s'il vous plaît, Madame Rabault. Mes chers collègues, la République continue, la République est vivante, la démocratie aussi, mais le respect que nous devons à nos concitoyens, aux Niçois, aux 3 morts que apparemment il y a à Nice, ce respect aurait dû nous imposer de reporter notre débat. La République continue, puisque la majorité fait le choix de poursuivre ce débat, nous allons le poursuivre. Plus calme. S'il vous plaît. Permettez-moi d'avoir et de renouveler une pensée pour les victimes et d'adresser aux Niçois et aux forces de l'ordre un sincère message de soutien. Pour en revenir au débat qui nous occupe ce jour, permettez-moi d'avoir une pensée pour celles et ceux qui, dès demain, vont se retrouver de nouveau confrontés à l'isolement, à la solitude ou, au contraire, à faire face à un confinement dans des logements surpeuplés ou insalubres. Je pense aussi, bien sûr, au personnel soignant qui s'engage de nouveau dans une bataille contre le temps, à corps perdu et malgré l'épuisement et le manque de moyens. Je pense à toutes celles et à tous ceux qui vont continuer d'aller travailler, enseignants, agriculteurs, postiers, caissiers, soignants, aides à domicile, je ne peux tous les citer, et qui vont continuer à prendre des risques pour que le pays tienne, continuer à vivre tout simplement, mais aussi à toutes celles et tous ceux que la crise sanitaire plonge ou replonge dans des situations de fragilité économique et sociale. Je pense enfin à toutes celles et tous ceux qui sont affectés à des degrés de gravité divers par cette terrible maladie, face à laquelle nous devons tous nous mobiliser, nous devons tous collectivement mobiliser nos forces. Le débat que nous avons aujourd'hui est celui que nous avions demandé avec Patrick Kanner. Nous l'avions demandé au nom de nos 2 groupes, des députés socialistes et apparentés, dès le 10 septembre, il y a quasiment 2 mois, et puis à nouveau le 15 octobre dernier. Le Premier ministre nous avait répondu qu'il ne voyait pas l'intérêt, je vais le citer, il nous avait répondu qu'il ne voyait pas ce débat comme indispensable. Or, effectivement, tout ce qui touche à la protection de nos concitoyens, à leur sécurité sanitaire, à leur liberté, à leur situation économique et sociale face aux contraintes qui leur sont imposées, relève, ne vous en déplaise, du débat indispensable et impose que le gouvernement prenne ses responsabilités devant la représentation nationale, Assemblée nationale et Sénat. Vous prenez donc aujourd'hui vos responsabilités, nous prenons les nôtres. Nous voterons votre déclaration, celle par laquelle vous confirmez la mise en œuvre d'un reconfinement annoncé hier soir par le Président de la République, sans toutefois en donner le détail que vous avez préféré réserver ce soir à la presse, mais peut-être ceci sera-t-il décalé. Ce sera un oui de responsabilité, parce que pour nous, la protection de la santé de nos concitoyens doit être la priorité absolue et que nous ne pouvons que constater, comme vous le faites, que le reconfinement est devenu inévitable. Cet esprit de responsabilité est ce qui anime chacune et chacun des députés du groupe socialiste et apparentés. Depuis mars 2020, cet esprit de responsabilité s'est traduit par des alertes sur les dysfonctionnements, des pistes d'amélioration que nous vous avons suggérées, des propositions que nous vous avons adressées au gouvernement à travers une centaine de courriers, 7 propositions de loi déposées pendant le premier confinement, de nombreux amendements, une proposition de résolution qui visait à fixer les conditions pour réussir le déconfinement et un plan de rebond présenté dès le 8 juin. Toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de main, bien loin de l'esprit d'unité nationale que le Président de la République appelait pourtant de ses vœux le 12 mars dernier. Mais notre oui, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues de la majorité, sera également un oui de colère face à votre impréparation. Le 26 août, il y a donc 2 mois, le Premier ministre déclarait sur France Inter, je le cite,
qu'il n'y avait pas de quoi s'affoler. Sans doute, vous ne vous êtes pas assez affolés. Pourtant, 3 mois plus tôt, le 12 mai, devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, qui était alors Monsieur Déconfinement, déclarait « Le réalisme et la sagesse imposent de se préparer à des rechutes ». Pourtant, il y avait des signaux d'une possible seconde vague, avec une reprise des contaminations à Marseille dès le 14 juillet. Or, ces contaminations suivent une courbe exponentielle, dont la formule mathématique est connue depuis le XVIIe siècle et dont la chancelière Merkel a expliqué il y a quelques mois la dynamique lors d'une émission télévisée. Alors entendre le président de la République déclarer hier soir que nous avons été surpris par, je cite, l'accélération soudaine du virus, relève soit de l'incompétence, soit de la négligence. Dans les deux cas, c'est irresponsable. Cette impréparation se traduit par un nombre de places en réanimation qui n'a pas bougé depuis mars, un hôpital public encore plus fragilisé et des médecins libéraux qui n'ont pas été suffisamment associés. Le 27 août dernier, lors d'une conférence de pré-rentrée, le ministre de la Santé avait ainsi assuré, je le cite, que si la situation le nécessite, 12 000 lits de réanimation pourront être disponibles. Hier soir, le président de la République a indiqué que nous avions aujourd'hui 6 000 lits de réanimation et promis de porter nos capacités à 10 000, c'est-à-dire de revenir au nombre maximum de lits mobilisés au plus fort de la vague à la mi-avril. Que s'est-il donc passé pour que la situation s'aggrave et que les ambitions soient revues à la baisse? Il est vrai que le ministre de la Santé a lui-même reconnu dans une note diffusée aux agences régionales de santé le 17 juillet que l'hypothèse de 12 000 lits de réanimation, je cite, nécessiterait de nombreux effectifs supplémentaires en personnel qui ne seront pas présents directement et ne peuvent pas être disponibles sur tout le territoire national en même temps. Fin de citation. En d'autres termes, le ministre de la Santé admettait dès le 17 juillet que la mobilisation de 12 000 lits de réanimation relevait d'une chimère faute de disponibilité de personnel. Y a-t-il pour autant eu un plan de formation accéléré? Avez-vous pour autant effectué les recrutements qui s'imposaient? La réponse, à ce stade, est très insuffisante. Pourtant, le 21 octobre dernier, mes chers collègues, c'était il y a une semaine, le ministre de la Santé déclarait en une du journal Les Échos « L'hôpital est prêt à faire face ». Méthode Coué ou inconscience? La réalité est que rien ou si peu a bougé pour l'hôpital, ou plutôt si la situation s'est dégradée. Aujourd'hui, le personnel soignant est à bout. Certes, il y a eu le Ségur de la santé, mais les premières revalorisations salariales ne sont intervenues qu'au mois de septembre. Ce oui de colère que nous portons est aussi le relais de la lassitude et des inquiétudes des soignants. L'hôpital est aujourd'hui au bord de l'implosion et ne tient que par la volonté de celles et ceux qui y travaillent. Un oui de colère donc, face à la situation de millions de Français, étudiants, entrepreneurs, indépendants, salariés, qui va une nouvelle fois se dégrader sur le plan économique et social. Bien sûr, je reconnais que le gouvernement a proposé des mesures d'urgence lors du premier confinement. Et il ne vous aura pas échappé que mon groupe a voté les 2 premiers projets de loi de finances rectificatives parce que nous avons été responsables face à l'urgence. Mais mesdames et messieurs les ministres, que dire de votre responsabilité lorsque dans le projet de loi de finances pour 2021, vous proposez une baisse de 11% du budget de l'aide alimentaire. Je dis bien, mesdames et messieurs les ministres, de l'aide alimentaire, celle qui permet de venir au secours de personnes qui ont faim. Dans 4 jours, lundi 2 novembre, ici même dans cet hémicycle, vous demanderez à votre majorité de voter une baisse de 7 millions d'euros de l'aide alimentaire. C'est écrit noir sur blanc dans les documents budgétaires. C'est une honte. Et j'espère sincèrement que votre majorité saura tenir tête en refusant cette baisse. Vous pouvez hurler, regardez les documents budgétaires, c'est écrit noir sur blanc. Que dire aussi de l'absence de prise au sérieux de la situation de la jeunesse? Que proposez-vous à celles et ceux qui viennent de finir leurs études, qui étaient boursiers, qui se retrouvent sans perspective sur le marché du travail, qui ont perdu leur petit job? Rien. Rien, mes chers collègues. Prenez le cas d'un étudiant qui vient de finir ses études, qui n'a pas le droit au chômage parce qu'il n'a pas travaillé, qu'il n'a ni RSA parce qu'il n'a pas 25 ans, qu'il n'a même pas l'aide à la recherche du premier emploi que nous avions créé sous le précédent quinquennat et que vous avez supprimé en 2019 et qui permettait aux jeunes diplômés boursiers de bénéficier d'une aide qui pouvait atteindre jusqu'à 550 € par mois. Colère face aussi à votre manque de courage sur l'obligation du télétravail. Comment avez-vous pu mettre en place des couvre-feux
sans imposer en parallèle le télétravail pour tous les métiers qui le permettent. Résultat, de nombreux franciliens et habitants des métropoles se sont retrouvés entassés dans les transports en commun au moment où justement l'épidémie devenait incontrôlable. Colère aussi sur les contrats aidés. Par démagogie, vous les avez supprimés. Permettez-moi de rappeler ici que sous les quinquennats de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, chaque année, entre 400 000 et 450 000 emplois aidés étaient créés de manière à accompagner des personnes qui rencontrent des difficultés dans l'emploi. Aujourd'hui, vous pouvez compter au mieux sur 100 000 emplois aidés, c'est-à-dire que vous n'avez aucune marge de manœuvre pour proposer un filet de sécurité à des personnes qui en ont besoin. C'est la société qui aujourd'hui paye cash ses irresponsabilités. Colère quand vous imposez le port du masque dès le primaire et en refusez la gratuité. Nous vous redisons ce que nous vous disons depuis le 28 avril dernier, les masques doivent être gratuits. C'est certes une dépense pour le budget de l'État, estimée à 300 millions d'euros par mois, mais un mois de confinement coûte aux finances publiques entre 12 et 15 milliards d'euros par mois. Colère pour la culture. Pas un mot hier soir dans le discours du chef de l'État. Pourtant, la culture, comme le disait si bien Milan Kundera, est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Ne rien dire sur la culture, c'est se taire sur ce que nous sommes, notre présent et notre futur. C'est donc nous condamner. Nous vous demandons de travailler sur un plan de prolonger les fonds de soutien aux acteurs culturels, ainsi que l'année blanche pour les intermittents du spectacle. Colère aussi pour le monde sportif et associatif qui peine à s'y retrouver. Colère pour nos compatriotes des Outre-mer. Certes, le président de la République a annoncé hier soir des mesures différenciées pour les territoires ultramarins en raison d'une situation sanitaire différente. Mais où est votre projet de décret pour adapter les règles de contrôle des voyageurs sur lesquelles vous avez dit travailler au début de l'été? La situation économique et sociale dans les Outre-mer est dramatique et vous ne semblez pas en avoir pris l'ampleur. Colère aussi face à votre attitude à l'égard des collectivités locales qui ont dû en urgence pallier vos manquements, que ce soit sur le plan budgétaire ou organisationnel. Les collectivités locales ont été d'une réactivité exemplaire, je dis bien exemplaire, avec des réponses pragmatiques partout sur le territoire, que ce soit pour acheter des masques en urgence, pour distribuer des tickets repas aux plus démunis, pour fournir des ordinateurs portables aux étudiants, allant bien au-delà des missions qui sont les leurs. Elles l'ont fait sans attendre, en responsabilité. Colère face à l'absence de réponse de votre gouvernement sur la déshumanisation qui découle du confinement, et je pense bien sûr à la solitude dans les EHPAD, même si je reconnais que le président de la République hier soir a annoncé une évolution bienvenue. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ce confinement doit fonctionner. Il est impensable de demander autant d'efforts aux Français s'il n'y a pas un résultat tangible et durable face à l'épidémie. Vous ne pourrez revenir vers nous dans 3 mois pour un 3e reconfinement. Il faut donc, dès maintenant, prévoir les modalités du déconfinement, prévoir et organiser. C'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous avez insuffisamment fait à l'aune du premier déconfinement. Que vous le vouliez ou non, il y a dans notre pays le sentiment que vous naviguez à vue. Personne ne sous-estime la difficulté de la situation. Mais personne ne peut accepter que les choses ne soient pas mieux cadrées, qu'elles ne soient pas plus claires et pas plus précises. La communication récente a été anxiogène. Parce que la situation est difficile, vous auriez intérêt pour vous-même et pour le pays à partager la décision, pas en mode discussion de comptoir, comme cela s'est produit mardi dernier lors de la réunion avec les présidents de groupe et les chefs de parti. Au lieu de cela, vous faites tout le contraire. Par exemple, avec votre projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence, qui, outre la prolongation de l'état d'urgence, comporte une liste de 4 pages d'ordonnances pour lesquelles vous voulez une habilitation. Aucune démocratie en Europe ne fonctionne de la sorte, et c'est bien pour cela que nous avons voté contre ce projet de loi. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nous voterons votre déclaration. Je l'ai dit en préambule. Nous la voterons par responsabilité face à ce que subissent un grand nombre de nos concitoyens. Mais dans ce oui, sachez entendre la colère, la nôtre, celle que nous relayons,
Et surtout, transformez-la en actions lisibles et justes, de manière à redonner confiance dans l'État. Sinon, ce sera le chaos.